Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la bataille encyclopédique au XVIIIe siècle. On est allé jusqu'à se procurer les machines, les construire, les mettre la main à l'œuvre afin d'en parler avec précision. Deux, richesse des articles. Pour chaque article, on a traité de la matière utilisée, des transformations qu'elle subit, des principaux ouvrages qu'on en fait et de la manière de les faire, des outils et des machines à cet usage. On a représenté ces opérations dans une ou plusieurs planches et on a recueilli les termes propres de l'art. Beaucoup d'articles constituent de petits traités. À la rubrique moulins, 25 pages, on nous décrit tous les moulins, toutes les pièces qui les composent. Moulin à vent, à eau, à bras, moulin à exprimer l'huile, à scier le bois, à tirer l'or, moulin à pierres précieuses, à moutarde, à poudre à canon. À l'article soie sont décrites les opérations de moulinage, du tissage, de l'ourdissage des chaînes. On y étudie l'élevage des vers à soie et les règlements sur les manufactures, etc. Les planches. 3. Un coup d'œil sur l'objet ou sur sa représentation en dit plus qu'une page de discours, prospectus. Accompagnées de notices explicatives, ces planches sont une véritable initiation aux arts mécaniques. Certaines sont de petits tableaux de genre, montrant les travailleurs dans les ateliers ou les champs. D'autres, plus techniques, représentent les machines, vues dans leur ensemble puis décomposées, les outils, les étapes de la fabrication des objets. 4. L'intérêt social. Diderot et d'Alembert ont voulu réhabiliter les travailleurs manuels et les techniciens. Le mépris qu'on a pour les arts mécaniques semble avoir influé jusqu'à un certain point sur leurs inventeurs mêmes. Les noms de ces bienfaiteurs du genre humain sont presque tous inconnus, tandis que l'histoire de ces destructeurs, c'est-à-dire des conquérants, n'est ignorée de personne. Cependant, c'est peut-être chez les artisans qu'il faut aller chercher les preuves les plus admirables de la sagacité de l'esprit, de sa patience et de ses ressources. Discours préliminaire. L'attention était attirée sur la dignité de l'artisan consciencieux et sur son utilité sociale, sans laquelle nul ne mérite une place dans la société. Considération démocratique, sinon révolutionnaire. Philosophe. Je vais vous lire un extrait d'un portrait. Ce portrait, rédigé par Dumarsais et revu par Diderot, définit, en réponse à la satire contemporaine, l'esprit qui anime les encyclopédistes. Le philosophe est un savant plein de raison, un honnête homme plein d'humanité, pour qui la société est une divinité sur la terre. La partie la plus originale de cette apologie est celle qui concerne la vertu. Pour l'auteur, il y a naturellement au fond de l'homme l'éclairé un élan spontané vers le bien qui peut se développer sous l'action du milieu social. Cette interprétation optimiste de la nature humaine explique la foi des encyclopédistes dans les progrès de la civilisation. La raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir. La raison détermine le philosophe. Le philosophe forme ses principes sur une infinité d'observations particulières. Le peuple adopte le principe sans penser aux observations qui l'ont produit. Il croit que la maxime existe, pour ainsi dire, par elle-même, mais le philosophe prend la maxime dès sa source, il en examine l'origine, il en connaît la propre valeur et n'en fait que l'usage qui lui convient. De cette connaissance que les principes ne naissent que des observations particulières, le philosophe en conçoit de l'estime pour la science des faits. Il aime à s'instruire des détails et de tout ce qui ne se devine point. Ainsi, il regarde comme une maxime très opposée au progrès des lumières de l'esprit
que de se borner à la seule méditation et de croire que l'homme ne tire la vérité que de son propre fond. Merci d'avoir regardé. La suite est dans 4 jours. Au revoir.